RFM Midi. RFM Midi. Merci de choisir la Radio Futur Média pour vous informer. Il est 12h, le journal, voici les titres. Levée du gel des licences de pêche des démersales ou poissons vivant près du front marin. Mesure contestée par les pêcheurs artisanaux qui parlent de menaces sur les efforts de restauration des ressources halieutiques. À Touba, les mareyeurs craignent une rareté du poisson qui pourrait être vendu plus cher sur le marché local. Cyberattaque au trésor public, le syndicat confirme la reprise progressive des services annoncés par la direction générale, son secrétaire général qui préconise toutefois des mesures préventives sur le terrain. Les difficultés et lenteurs persistent dans les procédures, c'est en tout cas le constat de l'Union des transitaires patriotes du Sénégal qui reconnaît tout de même des avancées. À moins de 10 jours de la célébration de la Tabaski, l'approvisionnement en moutons est correct dans la région de Diourbel. Constat des autorités administratives qui ont mis en place un forail à Touré-Mbonde. Reportage à suivre dans ce journal. Le virus d'Ebola a fait 131 morts en RDC où plus de 500 cas suspects sont recensés. L'ampleur et la rapidité de l'épidémie inquiète le directeur général de l'OMS. Les détails à suivre dans la page inter de Anna Rocha. En sport, CAN 2027 de football, tirage au sort à l'instant des poules pour les qualifications. Ça se passe au Caire en Égypte. On en parle dans la page sport de Solacham, à suivre également le deuxième numéro du journal de la Tabaski présenté par Nafissa Toussila. Abdoulaye Diop assure la technique de ce journal. Bonjour et bienvenue à Tambacounda d'abord, où les 21 présumés homosexuels arrêtés devraient être édifiés sur leur sort aujourd'hui. Ils vont donc être auditionnés par le juge pour acte contre nature et transmission volontaire du VIH pour 4 d'entre eux. L'audience prévue hier avait été reportée à cause de l'ouverture de la deuxième session de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda. Un arrêté ministériel autorise partiellement la pêche démersale au Sénégal et concerne les espèces vivantes près du fond marin telles que les mérous, lottes, crevettes entre autres. 5 licences ont été octroyées à des navires industriels battant pavillon Sénégal. Arrêté donc contesté par les pêcheurs artisanaux. Je vous propose de suivre Moustapha Adjam, secrétaire général du syndicat national des pêcheurs du Sénégal, interrogé par Oumou Kalsoumli. Je considère que c'est une catastrophe, une véritable catastrophe, pour ne pas dire à la limite que c'est une trahison des engagements pris par le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Attendre maintenant que l'on parle de raréfaction de la ressource, attendre maintenant que toute la communauté des pêcheurs, avec impatience, s'attendait à ce que les navires, comme promis par le chef de l'État, soit déplacé au-delà des 12 miles et que la zone des 6 miles soit réservée prioritairement à la pêche artisanale. Attendre maintenant pour parler de dégel sur les ressources démersales côtières, c'est une véritable trahison de la pêche artisanale. Parce que tout le monde a constaté qu'il y a un excès de navires qui pêchent au Sénégal. Des navires dont on ne connaît pas la provenance, dont on ne connaît pas la nationalité exacte. Des navires qui battent pavillon sénégalais, mais qui appartiennent forcément à des étrangers, à des Chinois, à des Turcs, à des Portugais, à des Espagnols, à des Français. Et dans ces conditions, Madame le ministre continue de donner des licences. Après le départ, après l'arrêt des accords de pêche avec l'Union européenne, on avait crié ouf, mais quelques temps après, elle nous a annoncé qu'elle avait donné 3 à 4 licences sur le pêche. Moustapha Dian, le secrétaire général du syndicat national des pêcheurs artisanaux du Sénégal. Sur nos antennes hier, la vice-présidente du GAIPES a également déploré ce qu'il considère comme un manque de transparence dans le processus de délivrance de ces 5 licences de pêche démersale côtière. Le groupement plutôt des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal a aussi dénoncé la non-implication des acteurs du secteur.
De son côté, le ministère, donc dans son arrêté, a précisé que les captures issues de cette pêche devront alimenter exclusivement le marché local. Mais à Touba, des mareyeurs ne sont pas convaincus et disent craindre un impact sur le panier de la ménagère et exigent la nationalisation de la vente des petits pélagiques. Papa Balagay. Après Gaïpes, les mareyeurs de la ville-centre de Touba dénoncent la décision jugée unilatérale du ministre des Pêches attribuant à titre exceptionnel des licences de pêche à 5 navires battant pavillon Sénégal pour la pêche démersale côtière. Serigne Dia est le coordonnateur des mareyeurs de Touba et membre de la coalition nationale pour une pêche durable. Elle n'a rien fait pour les mareyeurs et elle se permet d'attribuer 5 licences de pêche à un armement. Aujourd'hui, les pêcheurs et mareyeurs sont dans l'inquiétude totale. Cette mesure risque d'affecter le panier de la ménagère avec la flambée des prix sur le marché. S'ils sont des patriotes, ils devaient au moins nationaliser certains petits pélagiques côtières et interdire leur exportation. Cette décision entérinée va plonger le secteur dans des lendemains incertains, ajoute le coordonnateur des mareyeurs de Touba. Les mareyeurs maîtrisent mieux la chaîne de distribution. À Touba, par exemple, dans le monde rural, c'est le système de troc qui fonctionne. On donne du poisson en échange de l'arachide invendu entre les mains des paysans. Et c'est compliqué. Tu ne verras jamais des cartons de poissons venant du port à l'intérieur du pays. Les mareyeurs sont les distributeurs et nous lui demandons de surseoir immédiatement cette décision. Déterminés à protéger le secteur, les mareyeurs de Touba menacent de paralyser les activités si toutefois les autorités ne reviennent pas sur leurs décisions jugées impertinentes. Papa Balagay, Touba, Radio Futur Média. À Differ, Kayar et Kafountine, il est 12h passées de 7 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a publié hier un communiqué pour annoncer la reprise progressive des services après la cyberattaque subie il y a donc une semaine, ce que confirme le syndicat unique des travailleurs du Trésor. Son secrétaire général reconnaît tout de même l'impact de cette situation pour les usagers sénégalais. Il appelle à des mesures pour prévenir de tels actes à l'avenir. Il s'appelle Djomourou Dia, il est joint par Elas Djogoudjen. Moi-même, en tant que travailleur, mais également en tant que percepteur au niveau du Trésor, je peux parler escalité par rapport à cette situation qui est en train quand même de connaître une issue heureuse suite à la reprise progressive de nos activités. Mais cette situation a eu des conséquences, d'énormes conséquences même pour les usagers. Bien évidemment, il y a eu des conséquences, mais l'intérêt, c'est que d'en tirer toutes les conséquences afin que pareille situation ne puisse pas se reproduire, tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et puis ça a été fait et ça est en train d'être fait, d'où les solutions qui sont en train d'être mises en œuvre, d'où la reprise de la situation à la normale qui est progressive. Justement, quelles leçons en tirer, que faire pour éviter que pareille situation ne se reproduise à l'avenir? Oui, pour éviter pareille situation, d'abord faire l'état des lieux, c'est-à-dire comme le travail qui a été fait, faire l'état des lieux, voir exactement ce qui s'est passé, quel a été le problème, afin de trouver des solutions. D'abord pour solutionner le problème qui est en cours, mais également de s'inscrire dans une logique d'anticipation par rapport à l'avenir. Et c'est exactement ce qui a été fait par rapport à cette situation-là. Bon, en tant que travailleurs, nous sommes rassurés par rapport aux mesures qui ont été prises quand même. D'abord, quand l'incident est survenu, ensuite par rapport quand même à la gestion, par d'où la communication initialement, et ensuite par rapport aux mesures pratiques, c'est-à-dire pour éviter que ce qui s'est passé ne puisse se reproduire. La situation s'est certes améliorée, mais il y a encore des difficultés selon l'Union des transitaires patriotes du Sénégal qui parle également de lenteur qui persiste dans plusieurs procédures liées au traitement des chèques. Les transitaires qui demandent à la direction de prendre ses responsabilités et d'arrêter de les mettre en mal avec leurs clients, c'est-à-dire les opérateurs et importateurs. Je propose d'écouter Ibrahim Khalil Djen, chargé de la communication de l'UTPS avec Salimatao. C'est hier qu'on a vu que la comptabilité publique a sorti un communiqué en disant qu'il y a une très nette amélioration par rapport au système de paiement au niveau du Trésor, par rapport à l'attaque de la cybercriminalité qu'ils ont déclarée. Mais malheureusement, nous qui sommes sur le terrain, nous n'avons pas constaté ça. Jusqu'au moment où je vous parle, on est en train toujours de faire des certifications de chèques au niveau de nos banques.
Et toujours, pour la validation au niveau du Trésor, ça tarde toujours à prendre du temps. Tu vas rester 48 heures ou même 72 heures avant d'être validé. Donc, à notre grande surprise, nous avons constaté que la comptabilité a sorti un communiqué en disant que tout est rentré dans l'ordre, et malheureusement, tel n'est pas le cas. Et ce qui est grave dans cette affaire, il va nous mettre en mal avec les opérateurs économiques et les importateurs. Parce qu'eux, à leur niveau, ils vont penser que les retards de livraison de leurs conteneurs, c'est dû à notre irresponsabilité. Et malheureusement, la situation incombe au niveau du Trésor public émanant de la comptabilité publique. Donc, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités par rapport à ça. Pas la peine de sortir des communiqués. Parce qu'au Sénégal, les communiqués n'ont pas un effet juridique. La législation sénégalaise est composée de décrets, de notes de service, d'arrêtés ou bien de lois. Un communiqué, on ne peut pas l'attaquer au niveau de la Cour suprême. Parce que si c'était une note de service ou bien un arrêté, nous, on aurait attaqué ça au niveau de la... Parce que ça, c'est mettre en mal avec les importateurs. Et la situation qui dit que c'est comme ça que ça s'est passé, ça ne se passe pas comme ça. Au moment où je vous parle, les gens sont en train de faire la queue au niveau du Trésor public pour valider leur quittance. Les agents de l'administration du commerce sont à leur deuxième jour de grève. Les membres du SINACOM qui dénoncent le non-respect des engagements pris par leur ministère de tutelle, prétexte pour la RFM de s'intéresser à ces agents. En quoi consiste leur travail? Comment sont-ils recrutés? Et comment ils sont également rémunérés? Fama John. Les commissaires aux enquêtes économiques, tout comme les contrôleurs ou encore les vérificateurs, sont des agents dédiés au contrôle économique. Les commissaires et les contrôleurs sont recrutés par voie de concours après avoir subi une formation à l'ENA. Parlons à présent de leur mission. Les commissaires aux enquêtes économiques sont chargés de l'élaboration et de l'application de la législation économique au-delà de la conduite des négociations commerciales internationales. Ainsi, l'administration du commerce est divisée en deux parties, la direction du commerce intérieur et la direction du commerce extérieur. Arrêtons-nous à la direction du commerce intérieur. Les agents sont chargés d'assurer la surveillance du marché à travers une présence sur le terrain. Ils sont par ailleurs chargés de veiller à l'approvisionnement correct du marché en denrées de première nécessité, le contrôle des prix fixés ou homologués, entre autres missions. Quant à la direction du commerce extérieur, elle se charge de la diplomatie commerciale du pays. Les agents de cette direction participent aux négociations commerciales internationales et lors de ces négociations, il est attendu que ces agents défendent la position du Sénégal dans les comités. Ainsi, les agents de l'administration du commerce sont les agents qui permettent au pouvoir public de maintenir une stabilité sociale. Pour ce qui est de la grille salariale, elle est comprise entre 600 et 800 000 francs CFA pour les commissaires aux enquêtes économiques. Femme John à Matam, dans le nord du pays, les populations d'Agnam continuent de rejeter le projet d'exploitation du phosphate sur leurs terres. Après donc les tensions notées, l'arrêt des activités de prospection depuis 48 heures par la société Ama Afrique. Ces populations ne sont pas encore prêtes à céder leurs terres, nous dit Ali Bandelniang. 48 heures après l'arrêt des activités de prospection des phosphates à Agnam, à l'origine d'une vive tension, les populations de la commune continuent de maintenir une position catégorique. Par la voix de Eliman Omar Sambakan, le chef de village de Agnam Tchodei, il n'est toujours pas question de céder une seule parcelle de leur terre de culture à des privés. Pour nous, en tant que chef de village, représentant des populations, nous disons le même non à la prospection. Parce que d'abord, il fallait commencer par le début. Le commencement, c'est quoi? Et consulter d'abord les populations avant d'entamer la prospection. Le phosphate n'est pas loin de chez nous, puisque en 2018, ils avaient fait ici des prospections, même dans les concessions. En ce moment-là, nous avions ici plus de 10 maisons qui doivent se déplacer à cause de ça. Parce que notre culture et de ça la partie de notre élevage. Et nous, on fera face à quoi que ce soit. Et je le redis aujourd'hui, que ce soit les populations en place, que ce soit ceux de diaspora, nous sommes tous prêts, sur nos moyens, forces et nos connaissances pour barrer la route à Afrique. Pour avoir pris part à la réunion de médiation présidée par le gouverneur de Matam, le président de la Chambre de commerce et d'industrie dit lui être très optimiste à un consensus face à l'importance des réserves phosphatières de la région. Dr Mamadou Ndiade révèle une proposition. Moi, j'ai constaté que le terrain, l'affaire litigieuse ne concerne que 5 km². Alors que les réserves disponibles dans la zone concernée, c'est les 1600 km². Je crois qu'il y a un moyen que si les gens se parlent, de trouver une solution heureuse. Contrairement aux accusations des villageois des Agnam qui dénoncent un forcing de l'entreprise minière, il faut préciser qu'Ama Afrique est bien détenteur d'un permis de prospection valide et légal. Matam, Ali Bandelnian,
RFM. Nous quittons le nord pour le centre du pays, à Koungheul, dans la région de Kaffrine. Là-bas, les comités de développement sanitaire sont confrontés à des difficultés financières, ce qui affecte la qualité des soins, l'approvisionnement en médicaments des structures sanitaires du département. La motivation du personnel prend aussi un coup. Des problèmes engendrés par la tarification forfaitaire de l'unité départementale d'assurance maladie. C'est pourquoi donc le réseau des CDS de Koungheul plaide pour la mise en place d'un système plus viable. Le secrétaire exécutif du dit réseau s'appelle Boido Sow. Il est avec Ndeye Awabey. Depuis 2013, le système de tarification forfaitaire a été expérimenté dans les structures sanitaires du département de Koungheul dans le cadre de la politique de couverture sanitaire universelle. Après plusieurs années de mise en œuvre, les acteurs communautaires, les responsables sanitaires ainsi que les gestionnaires des structures de santé constatent de nombreuses insuffisances compromettant le fonctionnement normal des établissements sanitaires. L'évaluation de cette expérience révèle aujourd'hui des difficultés majeures affectant à la fois la qualité des soins, l'approvisionnement en médicaments, la stabilité financière des structures sanitaires et la motivation du personnel de santé. Face à cette situation, la population du département, à travers le réseau des CDS du département de Koungheul, estime indispensable de mettre fin définitivement, et je le répète, définitivement à la tarification forfaitaire et de promouvoir un système plus adapté aux réalités du terrain. Les prix fixés dans le cadre de la tarification forfaitaire ne correspondent plus au coût réel d'approvisionnement en médicaments, consommables médicaux et autres intrants sanitaires. Cette situation entraîne un déséquilibre financier important au niveau des postes et centres de santé. Le paracétamol 500 mg en 2013 coûtait 4 885 francs. Aujourd'hui, ce paracétamol est à 7 474. 12h17 à Koungheul et à Birkilane, notre département de la région de Kaffrine. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. La région de Diourbel est assez bien approvisionnée en moutons en moins de 10 jours de la célébration de la Tabaski. Les autorités administratives se félicitent du respect des recommandations prises pour assurer un meilleur ravitaillement. Malgré tout, certains clients considèrent que le prix du mouton est encore cher dans la région. Un forêt a été aménagé à Tourembond où nous trouvons Babacar Diouf. Les différents marchés de la région sont bien approvisionnés. Toutes les recommandations issues du comité régional de développement ont été bien respectées, se félicite l'adjoint au gouverneur de Diourbel. D'aménagement, on passe à l'effectivité de l'électricité, mais aussi la présence des points d'eau, ainsi que du nettoyage qui devrait être fait, notamment par la SONAGED. Au-delà de cet aménagement, on avait aussi recommandé, fait une forte recommandation aux forces de défense et de sécurité, que ce soit la police ou la gendarmerie, chacun en ce qui le concerne et dans son secteur, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sécuriser les points de vente. Et il faut dire que nous sortons de ces visites, en tout cas rassurés et satisfaits par rapport à ce que nous avons eu. Pour un meilleur service, le maire de Tourembond a mis en place un forêt sur un axe stratégique de la région. Ibrakan, maire de Tourembond. Puis des partenaires qui sont là, l'Agri-Jeunes et le programme Imam 2, qui a fait à ce que nous, en tant que collectivité, on sait que si les organisations et les programmes ont apporté leur soutien dans la formation, dans le financement, dans l'accompagnement technique, nous, en tant que collectivité territoriale, c'est de créer un environnement favorable à la commercialisation de ces produits. Lors de cette tournée, le gouverneur a invité les acteurs du secteur à décréter la fin de la dépendance des pays voisins. L'invite que j'ai eu à faire, surtout aux acteurs du secteur de l'élevage, en tout cas, c'est d'essayer d'assurer l'autosuffisance en moutons. Le marché est bien fourni, mais tous les acteurs s'accordent sur la cherté du bélier. Bambéi, RFM Babacar Diouf. Pendant cette période de préparation de la Tabaski, la production de déchets augmente dans nos marchés. En Bourg, les commerçants du marché central ont reçu des bacs à ordures et matériaux de nettoyage. Un geste du directeur général de SNHLM qui veut mettre ainsi à contribution la SONAGED pour maintenir propre ce marché.
Pape Abdourahmane Dabo est avec Ndeye Matidjenga. Nous sommes venus ici au marché central de Mbour remettre un don de poubelle par unité de 660 litres, notamment comme on l'avait promis, parce qu'avec l'appel du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, dans le cadre des programmes de Setal Sunu Gox, on avait effectué une première campagne de Setal dans ce marché central, suivie d'une autre campagne de Setal organisée par les acteurs du marché, notamment avec le président Nadio, qui nous avait invités. Et lors de cette activité, il nous avait demandé une sollicitation qui était très forte, à savoir des poubelles pour évacuer les ordures. Nous avons fait tous les efforts possibles pour pouvoir trouver des poubelles pour le marché central. Compte tenu que ce marché n'est pas utilisé seulement par la commune de Mbour, c'est un marché qui est fréquenté par l'ensemble du département. Donc le rush est assez énorme, ce qui fait que du point de vue de salubrité et d'ordure, on a une capacité assez élevée. Donc il nécessite aide, il nécessite soutien. Raison pour laquelle on les a apportés aujourd'hui, ces poubelles-là, pour qu'ils puissent évacuer les ordures de manière très facile, en collaboration avec les services de Sonaget qui pourront venir avec leurs camions, évacuer ces ordures-là et soulager notamment la souffrance des marchands. Et j'en appelle à tous les autres citoyens de Mbour. Nous sommes à quelques encablures de la Tabaski. Ce marché est largement fréquenté, fortement fréquenté même. Qui dit Tabaski dit notamment fréquentation accrue dans les marchés et production accrue notamment d'ordures. Donc si nous ne venons pas en appoint aux marchands pour les aider à évacuer ces ordures-là, ils seront dans des conditions de travail extrêmement difficiles. Nous allons les accompagner avec d'autres matériels, notamment des poubelles, brouettes et des balais, pour qu'on puisse leur faciliter notamment le travail notamment de salubrité qu'ils sont en train d'effectuer dans ce marché-là. Pape Abdourahmane Dabo, directeur général de la SNHLM. D'autres informations sur les préparatifs de la Tabaski à suivre dans le journal de la Tabaski. Ce sera après la revue de presse présentée par Nafissatou Silla. RFM. L'actualité internationale. Nous accueillons Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Youssouf, bonjour à tous. L'épidémie d'Ebola en RDC, le bilan monte à 131 morts. 513 cas ont été détectés à ce jour en République démocratique du Congo, mais aussi en Ouganda. Dans un message publié sur X ce mardi, le président congolais Félix Tshisekedi a appelé la population au calme. On fait le point avec Salimata. Dans le message publié par la présidence congolaise, il est écrit que, je cite, le chef de l'État a instruit le gouvernement à mettre immédiatement en œuvre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la riposte sanitaire. Fin de citation. Un message qui fait suite à une réunion de crise tenue dans la nuit du lundi 18 mai à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa sur la situation sanitaire dans certaines zones des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, rapporte RFI. L'épidémie d'Ebola se propage en République démocratique du Congo. À ce jour, 131 décès ont été recensés avec plus de 500 cas suspects, selon le ministre de la Santé congolais dans une déclaration à la télévision nationale dans la nuit du lundi à mardi. Le précédent bilan du ministère congolais de la Santé faisait état de 91 décès et 350 cas suspects. Après avoir déclenché l'alerte internationale, l'Organisation mondiale de la santé réunit son comité d'urgence ce mardi, attendu des recommandations face aux variants responsables de l'épidémie d'Ebola actuelle en RDC. L'alerte rouge a été déclenchée dès dimanche suite à des cas recensés en zone urbaine et des cas de contamination du personnel de santé. Direction le Cap-Vert, là-bas, après 10 ans d'opposition, le PAI-CV revient au pouvoir. Le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert obtient la majorité absolue avec 51% des suffrages exprimés lors des élections législatives de dimanche dernier. Le PAI-CV s'empare de 37 sur les 72 sièges de députés que compte l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Une victoire historique réagit Gisèle Lopez d'Almeida qui va représenter la circonscription Afrique au Parlement capverdien. C'est une victoire de la démocratie, de la proximité et de la confiance retrouvée entre les Capverdiens et leur avenir. Je voudrais profiter de vos ondes pour remercier du fond du cœur l'ensemble des électeurs de la diaspora africaine, du Maroc à Sao Tomé et Principe, en passant par la Guinée-Bissau, le Sénégal et l'Angola. Une mention toute particulière au Sénégal, pays où je réside, où j'ai eu l'honneur de conduire cette campagne en tant que tête de liste du PAI-CV pour l'Afrique. En tant que député de la circonscription Afrique, mon principal combat sera de rapprocher davantage le Cap-Vert de sa diaspora africaine et de faire en sorte que nos communautés soient pleinement reconnues, écoutées et intégrées dans les politiques de développement. Je porterai notamment les questions liées à la nationalité, à l'amélioration des services consulaires,
à la mobilité dans l'espace CEDEAO. Je souhaite également renforcer la coopération entre le Cap-Vert et les pays africains. Notre diaspora africaine constitue une richesse immense pour notre pays. Mon engagement sera de défendre ses intérêts avec proximité, dignité et responsabilité, tout en contribuant au développement d'un Cap-Vert plus inclusif, plus ouvert sur l'Afrique et plus proche de ses citoyens, où qu'ils se trouvent. À l'instant, Gisèle Lopez d'Almeida, élue députée Afrique du Cap-Vert. Les résultats définitifs de ces élections seront annoncés le 25 mai par la Commission nationale indépendante. Cette triste nouvelle qui nous vient de l'Espagne, une fusillade qui fait 2 morts et 46 blessés. Et 4 blessés, une fusillade qui a eu lieu lundi nuit près d'Almeria. Selon le quotidien El País, repris par plusieurs médias ce matin, le suspect a été interpellé et fait l'objet d'une évaluation psychiatrique. 2 des victimes seraient les parents de l'auteur présumé des faits. Aux États-Unis, 3 personnes ont également été tuées hier devant la principale mosquée de San Diego. Les 2 adolescents soupçonnés d'avoir mené l'attaque ont été retrouvés morts dans leur voiture. La police estime qu'ils se sont suicidés juste avant l'arrivée des forces de l'ordre. Un mot, Youssouf, sur la guerre au Moyen-Orient. L'armée iranienne menace d'ouvrir de nouveaux fronts en cas de nouvelle attaque américaine. Le Qatar annonce de son côté que les efforts diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis nécessitent plus de temps pour aboutir. Merci beaucoup, Anna Rocha. RFI Sport. Bonjour Youssouf Bodjan. Le football, le tirage au sort des qualifications pour la CAN 2027. Effectivement, qui se déroule à l'instant. Rappelez juste que ces qualifications vont se jouer sur 3 fenêtres donc du calendrier international FIFA. Les premières et deuxièmes journées donc vont se jouer entre le 21 septembre et le 6 octobre 2026. Les 3e et 4e journées prévues entre le 9 et le 17 novembre 2026 et les 5e et 6e journées vont se jouer entre le 22 du 22 donc au 30 mars 2027. Rappelez juste, Youssouf Bodjan, que les 48 équipes réparties en 12 groupes de 4, donc les 2 premières équipes donc vont se qualifier pour la phase finale. Dans les groupes aussi comprenant l'un des pays hôtes, donc une équipe supplémentaire va obtenir également son billet pour la compétition. Pour les résultats donc de ce tirage au sort, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est promis. La CAN U17 avec la 3e journée des phases de groupe qui démarre aujourd'hui. Avec donc dans la poule A, la Côte d'Ivoire qui est donc leader de son groupe va recevoir Ouganda. Ce sera à 16h GMT. Toujours dans ce groupe B, le Cameroun, donc 2e au classement, affronte toujours à 16h GMT la RDC. Et du côté donc de la poule A, là-bas le Maroc qui est leader va recevoir son dauphin Égypte et la Tunisie va faire face donc à l'Éthiopie. Retour chez nous pour parler du championnat local, suite et fin de la 28e journée de Ligue 2. Et Diamono Fatick, qui n'est pas loin donc de la zone rouge, va recevoir Esamaï FC, le leader, avec le même nombre donc de points que son dauphin Djambar. Et en cas de victoire, Esamaï va creuser l'écart à 2 journées de la fin. Nous allons retrouver tout à l'heure l'entraîneur donc de Esamaï FC, Youssouf Bodjan. Sur le Tcham, nous passons à la première ligue anglaise avec la fin de la 37e journée ce soir. Et aussi là-bas, on aura 2 matchs avec Bournemouth qui va donc accueillir Manchester City. Et notez bien, en cas de victoire, Man City pourra se rapprocher du leader Arsenal qui a creusé l'écart après avoir battu hier Burnley 1-0. Et en bas du tableau également, Tottenham de Pape Matar Sarr qui va rendre visite à Chelsea de Mamadou Sarr va essayer de grignoter quelques points pour s'éloigner de la zone rouge.
Nous quittons les pelouses pour le sable avec la CAN de beach soccer, le Sénégal hôte de l'édition 2026. L'information est tombée hier et ce sera la deuxième fois que le Sénégal organise cette Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer après celle de 2021. Le Sénégal, qui a remporté les 5 dernières éditions, va encore tenter de décrocher un 9e sacre et selon le capitaine des Lions du Sénégal, ce sera donc une source de motivation pour les joueurs. Alseni Ndiaye, 8 fois champion d'Afrique et qui a déjà disputé 192 matchs avec la sélection, a annoncé par ailleurs que ce sera sa dernière CAN. Je vous propose de l'écouter. En 2021, donc c'était presque la Covid, donc des supporters venaient avec des masques, donc les places étaient limitées, donc c'était un peu compliqué. Donc cette année-ci, donc ce sera différent, Inch'Allah. Donc on sait qu'en matière d'organisation, donc le Sénégal donc aime relever les défis. Donc on va assister à une grande organisation, Inch'Allah Rabbi. L'autre aspect pour nous, donc pour les joueurs, donc de jouer donc devant notre peuple avec beaucoup d'engagement et de détermination, donc pour faire tout pour gagner cette Coupe d'Afrique, donc devant notre peuple, Inch'Allah. Parce que le Sénégal a toujours du mal à gagner à domicile, donc pour les Coupes d'Afrique. Donc si vous vous rappelez, c'est le beach soccer a organisé la Coupe d'Afrique en 2021 et le gagné. Donc presque toutes les autres disciplines avaient perdu parce que comme je le dis, donc il y a la pression et tout ça. Donc il faut s'attendre donc à une Coupe d'Afrique très difficile. Mais si on aura une bonne préparation, donc que les autorités donc nous aident à faire une bonne préparation, les fédéraux et tout, donc je pense qu'Inch'Allah donc le Sénégal, comme je le dis, donc sera l'équipe à battre. Mais comme nous serons devant notre peuple sénégalais, nous serons engagés, déterminés, gagner cette Coupe d'Afrique et se qualifier pour la Coupe du Monde. Inch'Allah Rabbi. Donc pour ma part personnelle, comme je l'ai dit, donc ce sera ma dernière Coupe d'Afrique, donc jouer à domicile donc et faire mes adieux continentales avec le peuple sénégalais donc sera un honneur, mais rien n'est encore joué. Il faudra bien travailler pour faire partie de la liste. Et Inch'Allah, comme je l'ai dit aussi, donc si tout se passe bien aussi, donc si on part à la finale, donc ce sera ma 200e match. Donc je ferai tout, donc continuer à travailler pour faire partie de la liste et faire partie des joueurs qui vont jouer cette édition 2026, Inch'Allah Rabbi. Alseni Ndiaye donc en exclusivité qui annonce la prochaine fin de sa carrière quand même. C'est une légende du beach soccer Soda. En tout cas avec 8 trophées donc pour la CAN beach soccer. Donc Youssouf, sans doute on va revenir dans nos prochaines éditions pour les résultats du tirage au sort donc des qualifications des éliminatoires de la CAN Pamoja 2027. C'est en cours actuellement au Caire, au siège de la CAF. Donc on y reviendra certainement avant la fin de ce journal. La presse de ce matin parcourue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Ouverture du dialogue politique ce jeudi. Oui, ce jeudi, le président ouvre un nouveau chapitre de son magistère politique avec le lancement de son deuxième dialogue national. Un rendez-vous présenté comme un moment d'écoute, de concertation et de recherche de consensus dans un contexte où le Sénégal reste traversé par des tensions politiques et des inquiétudes économiques et des interrogations institutionnelles. Mais au-delà du cérémonial républicain, une question demeure ce matin et c'est enquête qui se la pose. Que cherche le président en cassant les codes de concertation nationale classique par des audiences directes et des rencontres sectorielles? Mon confrère qui ne répond pas relève que la société civile en tout cas exige un dialogue élargi bien au-delà des seules réformes politiques. En recevant séparément syndicats, religieux, Yakartemen et mouvements citoyens, eh bien le pouvoir cherche-t-il à écouter le pays ou à construire de nouveaux relais politiques, s'interroge le journal. Le quotidien relève en tout cas que Diomaye crée sa bulle, l'équation de la participation de l'opposition posée, la société civile appelle à un dialogue inclusif. Le journal Vox Populi constate que Diomaye président apporte son soutien solennel à l'initiative présidentielle. Mimi Touré et compagnie considèrent cette séquence nationale comme un moment important pour la consolidation de la nation. Ils invitent l'ensemble des forces vives à répondre favorablement à cet appel patriotique dans un esprit d'ouverture, de dépassement et d'engagement afin, je cite, de contribuer à l'édification d'un Sénégal stable, souverain et prospère. Mais Guy Marius Sagna prend le contre-pied sage ce matin. Il dit si le président Bassirou Diomaye avait battu campagne en 2024 en promettant des dialogues avec les oppresseurs du peuple sénégalais, eh bien, il n'aurait jamais été élu. La société civile prend en tout cas acte du choix d'un format de concertation plus direct, plus souple et moins onéreux. Titre de l'I Quotidien, la société civile adhère au format Diomaye. Pendant ce temps à passer, flagué
guerre éclate au grand jour à Pastef après la fameuse randonnée pédestre de dimanche dernier. Khoureychi Thiam s'en prend à l'organisation chaotique de la randonnée pédestre de Pastef et appelle à l'ouverture de sa chambre en dehors du parti. Adjuma Sow prend la défense de Khoureychi Thiam et écrit « Ce manque de rigueur est le fait d'une partie de la base politique du parti Pastef ». Réplique de Waly Diouf Bodian. « Je confirme qu'Adjuma Sow, tu es encore de Pastef sans être derrière Ousmane Sonko. Pastef et les querelles intestines sur la route des locales. Walfadri relève ce matin que les leaders s'entre-déchirent à Dakar, Guédiawaye, Pikine ou encore Kaolack. L'Observateur est allé pour sa part ce matin voir Pathé Ndiaye, entretien choc avec l'ancien directeur du bureau organisation et méthode sur la rébellion et l'insubordination au sein de l'administration publique. Pour lui, ce sont des attitudes inédites dans la haute administration. On peut se demander dans quel état, dans quel régime politique nous sommes depuis 2024. Des nouvelles du Trésor public après le piratage de ses services, son retour à la normale constaté. Vox Populi en parle ce matin et note un gros ouf de soulagement. Les opérations de sécurisation et de restauration de ces systèmes d'information se poursuivent pour le moment avec succès. Le quotidien lui maintient, le Trésor reste toujours hors service. Dans Libération, l'affaire Ndiaga Seck, les enquêteurs mettent la main sur son compte Facebook qui contient des échanges inbox détenant Danan aux origines du craquage. Le journal note que suite à ses premières dénégations, des données inbox extraites du compte Facebook de Ndiaga ouvert au nom de Danan ont révélé des discussions sulfureuses de drague et de rendez-vous sexuels liant à plusieurs individus. On va vers donc une vague d'arrestations après l'extraction de toutes les discussions désormais conservées et sécurisées par les enquêteurs. Mis devant les éléments sans équivoque extraits de son Facebook, Ndiaga Seck, écroué hier, craque et livre déjà numéro à l'appui 10 de ses présumées conquêtes établies entre Dakar et la Petite Côte. À l'origine de l'arrestation de Ndiaga Seck relève toujours Libération Amadou Lamine Dia, qui a aussi connu ce dernier sur Facebook, évoque une déception amoureuse. Il révèle qu'après des ébats à la Somone où ce dernier avait un appartement, Ndiaga Seck l'avait bloqué avant de couper tout contact avec lui. Et puis dans le journal L'Observateur, à 48 heures de la publication de la liste de Pape Thiaw pour le mondial, les vérités de Ferdinand Coly, l'ancien lion du Sénégal. Il dit que la ministre des Sports a le droit de fixer comme objectif les demi-finales. Mais attention, ça met un peu plus de pression sur les joueurs. Cette polémique sur Malang Sarr n'a pas lieu d'être. Selon lui, Malang est un joueur qui a tout à apporter à l'équipe nationale. La blessure de Koulibaly est embêtante. Il ne croit pas que beaucoup d'entraîneurs auraient aimé être à la place de Pape Thiaw pour composer cette liste. L'armada offensive de la France, pour Ferdinand Coly, il ne faut pas oublier qu'il y a 24 ans, c'était la même chose. Il faudra juste gérer ces émotions-là et aller à l'essentiel. Bonne nuit à tous. Merci Mohamed Ali Mouba, à 12h passé de 39 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Abdoulaye Diop, au digital Fatou Kiné Diop. Abdou Cham était à la production, à la coordination Salimata Aou et Elhaj Ndiogoudjen qui vous donne rendez-vous à 13h pour le grand journal en Wolof. Juste après moi, le journal de la Tabaski présenté par Nafissa Toussila. Bonne suite de programme sur la RFM. Bon après-midi, c'était Youssouf Bodjo. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro du journal de la Tabaski et nous parlons du Dhul Hijjah, le mois où l'on célèbre la Tabaski. Quel sens revêt-il pour le musulman? Les 10 premiers jours, comment doivent-ils être marqués sur le plan religieux? Et nous introduisons à cet effet l'imam Hassan Seck, notre consultant. Saisir les opportunités exceptionnelles fait souvent la différence dans le monde des affaires, mais aussi dans le monde des affaires cultuelles.
Alors que ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah constituent en islam une opportunité exceptionnelle pour gagner toutes sortes de bonnes et de généreuses récompenses. Pour montrer l'importance de ces 10 premiers jours, Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Saint-Coran par ces 10 premiers jours en disant Wal Fajri wa layalin ashr. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous a montré aussi que les jours où Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus qu'on lui consacre de bonnes actions, ce sont ces 10 premiers jours. Donc il est temps de consacrer à toutes sortes de bonnes actions. Il y a le jeûne des jours d'Arafat, l'immolation d'une bête de sacrifice, le pèlerinage, la lecture du Coran, le fait de donner de l'aumône aux nécessités, ainsi que toutes sortes de bonnes actions dont la récompense sera multipliée pendant ces 10 jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous y aide. Amin ya rabbal alamin. Amin Imam, je rappelle que vous êtes spécialiste du droit islamique, titulaire d'un doctorat honoris causa et directeur du Centre de l'initiative intellectuelle pour la traduction et la sensibilisation islamique. Parlons à présent des préparatifs de la Tabaski et c'est la ruée vers les chaussures locales communément appelées Dalungay. Vous l'avez compris, on est dans la région de Thiès, précisément dans la ville de Ngaï Méré, où les ateliers de confection de chaussures et les boutiques ne désemplissent pas. Le label Dalungay est à la mode et il est très prisé, en cette veille de fête. Et les artisans profitent de ces moments pour appeler les Sénégalais au consommer local. Cheikh Anta Diop y a fait un tour reportage. À quelques jours de la Tabaski à Ngaï Méré, les ateliers de confection de chaussures sont bondés. Les artisans travaillent avec rigueur pour terminer les commandes. Hassan Kassé, le président des artisans de Ngaï Méré. Vous êtes venu au bon moment, c'est l'approche de la Tabaski. À Ngaï, le marché est très ouvert. Il y a des chaussures de très bonne qualité et à un bon prix. Les Sénégalais n'ont plus besoin d'acheter les chaussures venant de l'étranger. Le label Dalungay est très prisé cette année. Moustapha Cham du GIE Art Dalungay s'affaire autour des derniers réglages. Il promet un approvisionnement correct en chaussures de bonne qualité au profit des clients. Dieu merci, cette nouvelle donne à créer l'engouement chez les consommateurs. La chaussure de Ngaï, le label Dalungay est très prisé. Les Sénégalais commencent à croire au consommé local. Ndeye Nilan, cette dame vient de Dakar. Nous l'avons trouvée sur place. Les chaussures sont là, vous pouvez les avoir à bon prix. 5 000 francs, 6 000, plus cher, c'est à 7 000 francs. Je viens de Dakar, je suis venu ici à Ngaï Méré pour récupérer les commandes. Mes clients préfèrent surtout les chaussures de Ngaï. J'ai eu beaucoup de commandes pour la Tabaski. Face à cette réalité, les artisans de Ngaï Méré exhortent l'État à promouvoir le label Dalungay en encourageant surtout le consommé local. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, à Keur-Massar, les artisans lancent l'alerte regroupés au sein d'une plateforme. Ils dénoncent l'importation des tenues, des chaussures et même des meubles qui impactent leur activité. Selon eux, cette concurrence fragilise leur secteur. Ils demandent ainsi aux autorités de protéger la production locale. Écoutons à cet effet Mamadou Sey. Il est membre de la plateforme des organisations artisanales du département de Keur-Massar. Il est au micro de Aminata Ba.
Nous venons encore une fois rappeler à l'État vraiment les conditions dérisoires que les artisans sont en train de vivre. On l'a dit qu'on ça fait 2 ans. Nous sommes en train toujours d'alerter sur l'importation qui entre dans notre pays. Surtout l'importation actuellement qui n'est pas en faveur des artisans. Parce que les artisans n'ont pas assez de moyens pour faire des productions de gros quantités. Pour faire une production de gros quantités, il te faut des moyens et avoir l'accompagnement de l'État. Mais malheureusement, actuellement, quand tu vois les menuisiers, quand tu vois les cordonniers, les couturiers y compris, le marché est inondé par des produits venant d'ailleurs. Donc actuellement, en pleine préparation de Tabaski, allez visiter dans les ateliers, tu vois que les artisans ne travaillent plus. Donc l'État doit revoir encore l'importation. Comment protéger les artisans? Il nous parle souvent de la production locale. Le ministre Mabouba Diagne, le ministre du Commerce, moi je l'ai entendu parler. Qu'est-ce que l'État attend pour protéger notre secteur? Jusqu'à présent, il ne fait que parler. Parler jusqu'à quand? Quand est-ce que la production locale sera protégée? C'est quelque chose en fait que nous dénonçons, que nous rappelons aussi à l'État de prendre vraiment des décisions pour que au moins les artisans peuvent vivre paisiblement leur métier. Et puis la Tabaski de Gorgorlou, ce Sénégalais qui se démène pour rejoindre les deux bouts, une mini-rubrique dans ce journal de la Tabaski. Notre reporter Cherou Oumarba est allé à la rencontre d'un Gorgorlou, un tailleur de 69 ans établi à la Médina. Seulement, le septuagénaire, ou bien presque septuagénaire, ne se prend pas la tête pour la fête. Il opte pour les moyens du bord. Masndir que je vous propose d'écouter. Seulement une semaine nous sépare de Tabaski. Est-ce que le boulot marche bien? Voyez-vous des clients? Je me connais personnellement. De mon côté, je me plains pas. Je travaille et je vis à la sueur de mon front. C'est difficile certes, personne n'en disconvient, mais je me contente de ce que j'ai. Je parviens à m'en sortir et je vis ainsi. J'accepte la volonté divine. Et la situation à la maison, est-ce que le mouton est déjà disponible? Est-ce que les enfants seront habillés le jour de la fête? J'ai l'espoir d'avoir un mouton. Je peux dire même que c'est presque acquis. Je me suis également occupé des besoins des enfants pour la Tabaski, malgré le ralentissement de mon activité. Auparavant, nous avions beaucoup de marchés. C'était le rush. Les tailleurs étaient débordés, mais ce n'est pas le cas cette année. Cependant, nous remettons tout entre les mains de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'au Sénégal, mais la conjoncture actuelle est difficile partout. Il faut simplement vivre avec les moyens du bord. Ceux qui se fatiguent le plus sont souvent ceux qui vivent au-delà de leurs moyens. Tout le monde n'est pas pareil. Il faut savoir se contenter de ce que l'on a pour vivre en toute quiétude. Donc, la fête ne vous stresse pas? Je n'ai aucun stress, sincèrement. Je n'ai aucun problème. Et je n'ai aucun arriéré de loyer. Je paye mes factures d'eau et d'électricité. Franchement, je ne me plains pas. C'est ça. Et puis le point dans ce journal, le point dans les forats, à quelques jours de la Tabaski, direction le forail de Kawon, c'est dans la région de Kaolack. Là-bas, ce n'est pas encore le grand rush, nous signale le président de ce site de vente de moutons, même si les prix sont pratiquement accessibles. Et nous recevons dans ce journal Marie Diallo. Ici à Kawon, en tout cas, je pense que le marché est bien approvisionné, mais je ne vois pas de clients. Les gens ne viennent pas acheter. L'année dernière, ils venaient, voilà, ils parcourent les régions, ils venaient même de la Gambie. Mais cette année, je ne les vois pas. Ils préfèrent aller à Missira. Ici, on entretient les bêtes. On dépense beaucoup d'argent pour ne rien vendre pratiquement tous les jours. On met 5 000 francs pour acheter de l'aliment de bétail. C'est très cher, aussi bien pour le bétail qui vient de chez nous au Sénégal, et aussi bien pour le bétail de chez nous que le bétail du Mali. Nous proposons des prix intéressants, abordables, entre 100 000 et 175 000 francs CFA. Mais malheureusement, on ne voit personne. Les clients se font désirer. L'année dernière, on a enregistré plus de 4 000 têtes dans ce daral, dans ce forêt. Mais cette année, c'est juste un peu plus de 3 000 têtes. Les acheteurs viennent tout simplement pour prospecter, tâter le marché. Ils repartent sans acheter un seul bélier.
C'est tout pour ce journal de la Tabaski. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle au programme de la RFM. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci aussi à l'équipe technique, Abdou Cham à la production, Abdoulaye Diop à la mise en onde, le digital avec Fatou Kiné Diop. Dans quelques instants, le grand journal en Wolof qui sera présenté par El Hadj Ndiogou Diène. Bonne suite des programmes sur la RFM.